Salut et bienvenue dans le Mycélium. Je m'appelle Claire et sur ce podcast, je te partage mes lectures et mes apprentissages pour nourrir nos réflexions, décristalliser nos idées reçues, se mettre à la page sur les questions de féminisme, de diversité et d'inclusivité dans toutes leurs ramifications. À chaque fois, je te propose de suivre un nouveau filament du Mycélium pour voir où il nous mène. C'est parti pour l'épisode du jour. Salut! Nous revoici déjà au temps du traditionnel bilan annuel de lecture. Au fait, je me demande, il faut combien de fois pour avoir une tradition juste? Vaste sujet. Donc, 1 an de lecture, déjà. 54 livres finis, soit 2 de moins que l'an dernier, même si techniquement au moment où j'enregistre, il reste une semaine, donc tout est possible. Moins de livres que l'an dernier, mais plus de pages, comme quoi, c'est pas la taille de la palle qui compte. Au total, ça fait 26 essais et 28 fictions, donc presque 50-50. C'est marrant parce qu'avant de regarder ma liste, j'avais l'impression d'avoir lu plus d'essais que de romans, ce qui n'est pas le cas, mais j'ai compris pourquoi. J'ai eu plus de coups de cœur, de lectures marquantes en essais qu'en romans, comme l'an dernier finalement. Et ça a été l'occasion pour moi de réfléchir de manière plus approfondie à pourquoi on lit de la fiction, pourquoi on en raconte, et ça fera sûrement l'objet d'un épisode. Donc c'est parti pour les chouchous de l'année. Ça n'a pas été facile de faire un choix, mais bon, on va pas passer toute la liste non plus. Donc on va commencer par les essais, qui ont pour point commun, je dirais, d'être le genre de bouquin qu'une fois lu, tu peux pas t'empêcher de les voir partout. Par exemple, avec le premier, Le talent est une fiction, déconstruire les mythes de la réussite et du mérite de Sama Karaki, dont on avait parlé assez longuement dans l'épisode 18 sur le talent. Extrait de la 4e de couverture. À partir des données de la recherche et en s'appuyant sur des figures de la culture populaire, Sama Karaki, docteur en neurosciences, déconstruit la fiction du talent et explore les mythes qui sous-tendent notre rapport à la réussite et au mérite, mettant au jour les multiples facteurs qui permettent de développer des compétences hors du commun. Sans nier l'influence de l'hérédité sur les aptitudes, elle ne prétend pas non plus que tout le monde est capable de tout, mais invite à renoncer à la course à la performance. Dans un monde obsédé par le résultat et la distinction, Le talent est une fiction est une réflexion sur le modèle de société auquel nous aspirons et au-delà, une ode aux réalisations collectives, à la liberté et au plaisir. Une belle claque que ce livre donc, qui va me suivre un moment je pense. C'est le genre de livre que tout le monde gagnerait à lire, surtout si tu crois encore à la méritocratie qu'on nous inculque dès le plus jeune âge. C'est clair et riche, c'est bien vulgarisé, c'est intéressant aussi parce que ça vient débunker plus en détail certaines idées qui traînent, en particulier sur le cerveau et l'intelligence, dont on voit parfois bien que ça ne tient pas ces idées, sans toujours savoir bien expliquer pourquoi. Elle parle aussi bien du fameux débat inné versus acquis, de la génétique, de la façon dont les sciences sont souvent instrumentalisées pour justifier le racisme et le sexisme, mais aussi la méritocratie et le mythe de la réussite par le travail. Sans oublier quelques billes sur la façon dont notre cerveau fonctionne, ce qui est toujours super intéressant. Ce livre est beaucoup allé me chercher, parce que comme beaucoup de gens, j'ai bien intégré le message compétitif du talent, mais aussi concernant l'importance de faire des erreurs. C'est toujours bon à entendre quand on a tendance au perfectionnisme. Pour la suite, nous avons 2 essais pour le prix d'un. Je vais mettre ensemble Le berceau des dominations de Dorothée Ducy et La loi des pairs de Patrick Jean. 2 livres que je vais présenter ensemble parce qu'ils ont un thème très proche. C'était pas du tout prévu comme ça, mais il se trouve que l'inceste a été le fil rouge involontaire de mon année. Des fois, tu choisis tes sujets et des fois, c'est eux qui te choisissent, c'est comme ça. Et donc ces livres s'accompagnent d'un avertissement. Si ce sujet vous concerne de près, prenez soin de vous, on va en parler pendant environ 2 minutes. Est-ce qu'on peut dire qu'on aime ce genre de livres ? J'ai envie de dire oui quand même à leur manière. Ce sont des lectures difficiles mais nécessaires. Pour que ça change, il faut qu'on comprenne collectivement mieux les mécanismes pour mieux les repérer. Donc commençons par Le berceau des dominations, dont le sous-titre « Une anthropologie de l'inceste » est assez clair. L'autrice ethnologue s'est penchée sur ce sujet qui, loin d'être des anomalies, des faits divers rarissimes ou des notes de bas de page, est un phénomène très commun et même structurant de notre société. Elle montre combien il peut toucher toutes les classes, toutes les familles, est extrêmement répandu. De plus, loin d'être des, entre guillemets, incidents, au sens d'événements limités dans le temps, les incestes forgent la culture familiale dans son ensemble, bien au-delà des personnes directement concernées, le duo agresseur-victime,
et même bien après l'arrêt des violences. Les parties que j'ai trouvées les plus dures à lire, c'était les entretiens que l'autrice a menés auprès d'incesteurs en prison, qui sont retranscrits verbatim et sont un autre éclairage du sujet. Ensuite, dans La loi des pères, Patrick Jean, qui a enquêté dans les milieux masculinistes, étudie la façon dont la parole des enfants reste étouffée, en particulier par le système judiciaire. Il montre aussi combien les rhétoriques masculinistes s'infiltrent partout dans nos institutions pour décrédibiliser les enfants, leurs mères, finalement toutes les personnes qui choisissent de prendre leur parti et les croire. Et à l'inverse, ils vont renforcer la parole des pères, en particulier quand ils sont incesteurs, exonérer les agresseurs, faire voter des lois en leur faveur, etc. Outre ces deux textes, j'ai également lu Triste Tigre de Neige Sino et Betty de Tiffany McDaniel, dont on va reparler tout à l'heure. Et aussi, mais dans un autre format, sur le même sujet, je te recommande le podcast Ou peut-être une nuit, dans lesquels interviennent d'ailleurs Dorothée Ducy et Patrick Jean. Des lectures difficiles, oui. Et donc peut-être que le livre suivant t'aidera à trouver l'état d'esprit pour t'y frotter quand même. Il s'agit de Rêver l'obscur, Femmes, magie et politique de Starhawk. Je te lis la 4e de couverture. Partisane de l'action directe non violente, Starhawk a été de tous les mouvements antimilitaristes et antinucléaires aux États-Unis dans les années 1970-80. On la retrouve ensuite dans les rangs altermondialistes. Se définissant à la fois comme féministe et sorcière néo-païenne, elle publie Rêver l'obscur en 1982 aux États-Unis. Je précise que le livre a été traduit en 2015. Se basant sur la narration très concrète de sa participation à ces mouvements, elle explore une science inventive et festive des rituels, invitant chacun et chacune à prendre conscience de son pouvoir et à le mettre en œuvre en resserrant les liens avec les autres, en agissant à sa mesure au sein de la communauté. Ce livre m'a beaucoup apporté et son titre est quasiment devenu un mantra, quand les sujets que je recherche ou l'actualité me paraissent trop durs et que me prend une furieuse envie de mettre la tête dans le sable. Je me rappelle alors la puissance qu'il y a à rêver l'obscur, à 1000 lieues de la pensée positive. Parce que se distraire avec des contenus dépolitisés, regarder ses pieds plutôt que la réalité en face, c'est ce que la classe dominante veut en fait, pour qu'on ne se pose pas trop de questions, pour qu'on ne fasse pas de vagues. Donc c'est pas la solution non plus. Alors on fait quoi ? On lit Starhawk bien sûr. Starhawk est une sorcière moderne, donc elle parle aussi de sorcellerie, de magie. Mais même si c'est pas ton délire, je pense que la lecture en vaut quand même la peine, quitte à lire les rituels en diagonale dans un premier temps. L'obscur, c'est tout ce qui nous fait peur et qu'on ne veut pas voir. Le rêver, c'est nécessaire pour le transformer en pouvoir. Finalement, si tu ne rêves pas l'obscur, si tu l'évites, tu te condamnes à une vie tiède. Mais le fait de rêver l'obscur, il ne faut pas le faire seul, mais en groupe, en sororité, elle insiste beaucoup là-dessus. D'ailleurs, dans le livre, il y a aussi pas mal d'outils concrets pour gérer et animer des groupes, si jamais. L'autrice nous incite aussi à repenser le langage et les structures hiérarchiques, tout le système, notre imaginaire et même la façon de raconter les histoires. Elle fait aussi la distinction entre le pouvoir donc sur les autres, qui est source de domination et qui est à contester, et ce qu'elle appelle le pouvoir du dedans. J'aurais peut-être plutôt traduit par puissance intérieure, quelque chose comme ça, et qui peut au contraire être source d'amour, d'entraide et de magie. Ensuite, je veux te parler de L'âge du capitalisme de surveillance de Shoshana Zuboff. Toujours la 4e de couverture. Tous tracés ? Et alors ? Bienvenue dans le capitalisme de surveillance. Les géants du web, Google, Facebook, Microsoft et consorts, ne cherchent plus seulement à capter toutes nos données, mais à orienter, modifier et conditionner tous nos comportements. Notre vie sociale, nos émotions, nos pensées les plus intimes, jusqu'à notre bulletin de vote. En un mot, décider à notre place, à des fins strictement lucratives. Des premiers pas de Google au scandale de Cambridge Analytica, Shoshana Zuboff analyse cette mutation monstrueuse du capitalisme, où la souveraineté du peuple est renversée au profit non pas d'un État autoritaire, comme on pourrait le craindre, mais d'une nouvelle industrie opaque, avide et toute puissante, menaçant dans une indifférence radicale notre libre arbitre et la démocratie. Remarquable outil pour appréhender cette situation sans précédent, L'âge du capitalisme de surveillance est aussi un appel à la résistance. Dans la série ce bouquin-là, après tu vas le voir partout, ça se pose là. C'est un peu comme un mauvais livre de SF, sauf que là, ça décrit le monde dans lequel on vit, et de plus en plus, comme les grenouilles qui cuisent dans la casserole d'eau tiède, on s'en rend même pas compte. C'est un livre dense, mais qui répète beaucoup, et je dis ça comme une qualité,
parce que ça nous permet de consolider progressivement la compréhension. J'avoue qu'au début, les premiers chapitres, ça me paraissait un peu insurmontable comme sujet, mais comme c'est bien écrit, on affine par couches et ça marche. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le message du livre n'est pas sans espoir. Il encourage à résister, mais collectivement, parce qu'individuellement, ça sert à rien. Résister et ne pas se résigner. Et aussi bien distinguer les outils et l'idéologie derrière, parce qu'attaquer les outils, c'est se tromper de cible. Deux grandes idées. Elle montre comment le capitalisme de surveillance exploite l'expérience humaine comme une ressource qui est convertie en données comportementales pour vendre des prédictions et influencer, manipuler tous nos comportements, centraliser les savoirs et le pouvoir. Dans ce contexte, l'humain devient juste une vache à données. Et elle montre aussi l'idéologie derrière qui est profondément antidémocratique et liberticide. Et c'est pour ça que c'est pas intéressant de critiquer les outils. Les mêmes outils dans un système plus juste et équitable, ça ne poserait pas de soucis. Idem si les outils appartenaient à la collectivité et pas à une poignée d'individus, et si on pouvait décider collectivement de ce pourquoi on les utilise ou pas. C'est une lecture importante pour prendre conscience du problème qui est toujours la première étape pour pouvoir le résoudre. Après ces sujets assez denses, j'ai envie de finir la liste des essais avec un dernier livre un peu plus léger, quoique. Il s'agit de Au commencement était le sexe de Cacilda Geta et Christopher Ryan. Extrait de la 4e de couverture toujours. Depuis des siècles, on nous dit que l'espèce humaine est naturellement monogame, que Madame Cro-Magnon en peau de bête avait avidement besoin pour sa survie de la protection d'un seul et unique chasseur, le plus puissant évidemment, en échange de sa fertilité tant convoitée et de sa fidélité éternelle. Et si Darwin s'était trompé ? Et si nos chers ancêtres préhistoriques nous révélaient enfin la vérité sur notre sexualité humaine ? Monogamie, mariage, patriarcat, guerre des sexes et pouvoir, ce livre bouleverse bon nombre d'idées reçues sur la sexualité humaine et aide à repenser radicalement notre manière de vivre et d'aimer en Occident. Et finalement, on voit bien que le sujet est moins léger qu'il n'y paraît à première vue, mais en tout cas le livre est marrant et agréable à lire, j'ai trouvé. Le contrôle de la sexualité des femmes et son corollaire, la certitude de paternité, est un des fondements du patriarcat. Ça s'immisce tellement partout qu'on a parfois du mal à s'en rendre compte et aussi à imaginer comment il pourrait en être autrement. Et là, ce livre propose quelques éléments de réponse en citant des exemples issus d'autres cultures, qu'elles soient passées ou actuelles, et en regardant aussi ce qui se fait aussi chez nos plus proches cousins, les chimpanzés et les bonobos. Le livre casse aussi certaines idées reçues sur la préhistoire. Parce qu'on pense savoir de la préhistoire, ça a souvent été décidé par une poignée de scientifiques victoriens qui calaient leur morale puritaine sur des millénaires d'évolution, comme si la Bible était un mode d'emploi. Évidemment, c'est bien plus compliqué que ça. Attention, ce livre est susceptible de vous développer un intérêt imprévu pour la primatologie. Voilà, vous êtes prévenus. Sur ces belles paroles, on va continuer avec les romans. Parce que c'est pas parce que j'ai eu moins de lectures marquantes que je n'ai pas quelques pépites dans ma besace. Je vais commencer rapidement par 2 mentions honorables, appelons-les comme ça, qui ont toute leur place dans cette liste, mais j'en ai déjà parlé dans l'épisode 16 sur ces livres qui ont changé ma vie, donc je vais pas me répéter. D'abord, Les doigts coupés d'Hannelore Kerr. En bref, un roman noir préhistorique extrêmement sourcé que j'ai beaucoup aimé, évidemment. Ce roman nous raconte en parallèle l'histoire d'une tribu fictive Homo sapiens du Paléolithique et sa découverte et son analyse de nos jours par une paléontologue. Tribu au sein de laquelle les hommes chassent, interdisent la chasse aux femmes et coupent les doigts des femmes qui désobéissent, parce qu'elles risquent de faire advenir le chaos. D'où le titre qui est aussi celui d'un essai de Paola Tabet sur le sujet. La deuxième mention honorable, c'est Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Tout aussi bref. Comment repenser notre société et notre rapport à la nature pour éviter la catastrophe qui s'annonce, avec des moines et des robots. Entre contes philosophiques et cosy SF, c'est un petit bijou. Après ces mentions honorables, quelques nouvelles lectures à te mettre sous la dent. Commençons par Yellowface de Rebecca F. Kuang. C'est une belle surprise que j'ai découverte lors d'un club de lecture en anglais, et je ne crois pas que le livre soit traduit. Mais si tu lis la langue de Jane Austen, je te le recommande. Déjà, le titre, on pourrait le traduire littéralement par « maquillage en jaune ». Ça désigne le fait pour un acteur blanc de se grimer pour caricaturer un asiatique, comme le blackface pour les personnes noires.
Dans notre roman, June Hayward, une autrice blanche qui peine à trouver son public, disons ça comme ça, est très jalouse de sa collègue Athena Liu, autrice sino-états-unienne à qui tout réussit. Lorsqu'Athena meurt accidentellement, June vole son manuscrit inachevé, que personne n'est censé avoir déjà lu, se l'approprie et le publie sous son nom. Elle joue ensuite toute sa campagne de presse sous l'ambiguïté de son pseudo, essaye de faire croire qu'elle est d'origine asiatique, tout en essayant de nous convaincre, ou de se convaincre, on ne sait plus, que ce qu'elle fait est hautement moral. J'ai vraiment beaucoup aimé la narration qui nous entraîne à petites touches dans une spirale de racisme ordinaire. Plus on avance, plus les vernis sautent de partout. C'est aussi marrant, mais dans le sens où on rit de la narratrice, on se fout de sa gueule, et en même temps, il y a de quoi. On ne rit pas avec elle, et la nuance est importante. Le ressort des réseaux sociaux est aussi très bien utilisé, j'ai trouvé. Le livre pose entre autres le débat « Peut-on, en tant que blanche, écrire sur d'autres peuples ?» J'avoue que je ne m'attendais vraiment pas à lire ça en commençant. Le ton shift progressivement, et finalement, on se rend compte qu'on est en train de lire un genre d'histoire d'horreur. Bref, une très belle surprise. Ensuite, nous avons Les Têtes hautes de Cathy Itac, dont j'avais déjà un peu parlé dans l'épisode 7 sur les grèves de femmes. Extrait de la 4e de couverture. 1924, Paris Douarnenez. Alors que la libération des mœurs secoue la famille bourgeoise et parisienne de Carole et Suzanne, dans les sardineries de Douarnenez, c'est la grève qui occupe les ouvrières. Arrig, jeune peine sardine, s'y engage corps et âme, découvrant la force de l'action collective. Quant à sa sœur Angèle, elle monte à Paris pour travailler comme bonne dans la famille de Carole et Suzanne. Les 4 sœurs au tempérament et aux rêves si différents vont se croiser au cours de cette année folle. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire de ces 4 sœurs, qui mine de rien aborde beaucoup de thématiques passionnantes. On y parle en vrac de grève de femmes bien sûr, de lutte des classes, d'émancipation, mais aussi d'intersexuation et de genre, ce qui, l'air de rien, entraîne aussi une réflexion sur la langue, permet de rappeler que ces sujets ne sont pas apparus miraculeusement il y a 3 ans et demi. Nos héroïnes fictives côtoient des personnages historiques comme Joséphine Penkellet et Daniel Leflanchec. J'ai particulièrement aimé les scènes de grève qui montrent que la grève peut aussi être un temps de joie, d'échange sur plein de sujets, de partage, d'entraide. Et bien sûr, 2 idées phares. L'angle social, parce que les luttes contre les discriminations, c'est un grand oui, évidemment, mais il ne faut pas oublier l'aspect social de ces luttes, au risque de les voir dépolitisées et vidées de leur substance en moins de temps qu'il n'en faut pour dire capitalisme. Mais aussi la transmission intergénérationnelle des luttes, l'importance de ne pas oublier que nos conquis sociaux ne nous sont pas tombés dans le bec tout seuls, que les femmes aussi se sont battues, et qu'il faut des idéalistes pour rêver d'un monde meilleur et aller le chercher. Ce qui fait une super transition vers le livre suivant. L'heure des femmes d'Adèle Bréau. La belle surprise de fin d'année. La 4e de couverture toujours. Paris 1967. À l'aube de la cinquantaine, Ménie, mère de famille bourgeoise, est recrutée par la radio RTL qui a décidé de renouveler ses programmes. Son rôle ? Faire parler les auditrices. En quelques semaines, c'est la déferlante. Les femmes de la France entière se confient à la dame de cœur. Bientôt, à l'heure de la sieste, elles seront des millions à suivre l'émission avec passion. Parmi elles, Mireille et sa sœur Suzanne, qui découvrent qu'elles aussi pourraient maîtriser leur destin. Quant à la vie de Ménie, partagée entre le tourbillon d'une société libérée par mai 68 et les tourments qu'on lui livre, elle en est totalement bouleversée. 50 ans plus tard, Esther, une documentariste qui peine à se reconstruire, va replonger dans ces années pas si lointaines où le sort des Françaises semble d'un autre âge. C'était un coup de cœur, pas dans le genre tempête qui vous emporte avec des flots de larmes, mais plutôt un doux bonbon, un nid douillet, un groupe de personnages qu'on n'a pas envie de quitter. J'ai beaucoup aimé ces tranches de vie où on oscille entre 3 époques de chapitre en chapitre. Les chapitres alternent aussi avec des extraits de journaux de Ménie, de sa vie, des lettres reçues, qui ont pu être écrites par des femmes ou des masculins. Ces derniers, d'ailleurs, ne prennent pas une ride, c'est désolant. Pour le résumer en une phrase, le savoir, c'est le pouvoir, et chacune à leur manière, les héroïnes se proposent d'éduquer les autres, s'éduquer, pour sortir de l'ignorance. L'alternance entre les époques permet aussi de montrer que non, tout n'a pas été réglé dans les années 70. Sur des sujets comme l'éducation sexuelle, on voit bien qu'on patine encore. Avant, c'était la fin du monde parce qu'on parlait de pilules, ou d'orgasme,
Maintenant, c'est parce qu'on parle d'égalité et de consentement. Le livre montre aussi le couvercle qui s'ouvre puis se referme. La parole qui n'est que temporairement déliée, notamment sur l'inceste, déjà évoqué par Ménie et sans cesse soi-disant redécouvert, parce que ça reste des histoires de bonnes femmes que soi-disant personne n'a envie d'écouter, à part les bonnes femmes apparemment. Ça nous montre qu'il est toujours important de réapprendre à se parler entre femmes, surtout qu'une vie changée fait boule de neige. Et le détail qui m'a beaucoup ému, c'est que l'autrice est la petite fille de Ménie. Voilà pour l'anecdote. Et enfin, nous arrivons au coup de cœur de l'année. Fait véridique, en le terminant le 17 janvier, je me suis dit « Eh merde, c'est trop nul, on est à peine à la mi-janvier et j'ai déjà lu le meilleur livre de l'année parce que ça va être chaud de faire mieux. » On m'avait dit « Mais non, ça va aller. » Eh ben si, c'était bien le meilleur livre de l'année. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, et il s'agit de Betty de Tiffany McDaniel. Extrait de la 4e de couverture. La petite indienne, c'est Betty Carpenter, née dans une baignoire, 6e de 8 enfants. Sa famille vit en marge de la société car si sa mère est blanche, son père est cherokee. Lorsque les Carpenter s'installent dans la petite ville de Breckenridge, après des années d'errance, le paysage luxuriant de l'Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans l'écriture. Elle confie sa douleur à des pages qu'elle enfouit sous terre au fil des années, pour qu'un jour, toutes ces histoires n'en forment plus qu'une, qu'elle pourra enfin révéler. C'était donc une sacrée claque, le genre de livre qui te donne une gueule debout à livresque, et ça t'empêche de relire un bon livre pendant un bon moment. Commençons par les avertissements qui ne sont pas à prendre à la légère, parce que les sujets abordés sont difficiles. Violences sexuelles et psychologiques, inceste, racisme. L'histoire s'inspire de la mère de l'autrice, Betty c'était son nom, mais il est impossible de démêler vérité et fiction, c'est partiellement autobiographique. C'est donc vraiment une pépite, une plume incroyable, un style puissant tout en images et en symboles. Et ce que j'ai aimé surtout, et qui nous rappelle un peu Rêver l'obscur, c'est qu'il y a toujours de la beauté dans la noirceur, et de la noirceur dans la beauté. Et c'est ça qui rend le livre à la fois lisible et aussi poignant. Cette citation tirée du livre résume très bien justement tout ce côté du livre. Je vais donc citer Betty, c'est la mère qui parle à Betty, sa fille. « Ce n'est pas Mère Nature que tu quitteras, ma chérie, n'aie pas l'air aussi effrayée. C'est de la nature humaine que tu voudras t'éloigner. Le problème avec Breckenridge, c'est que cette ville te donne dans la même bouchée à la fois le fruit mûr et la pourriture. Tu es le genre de fille à recracher cette partie pourrie un jour ou l'autre. » C'est une citation qui m'a vraiment beaucoup parlé. La grande thématique, c'est celle de la transmission, et oui, encore. Le père Cherokee transmet sa culture, matriarcale et matrilinéaire, mais aussi la culture des plantes, à ses enfants, à commencer par Betty, celle qui lui ressemble le plus. Mais il y a aussi la transmission des traumas par le biais de la mère, qui leur apprend la malédiction d'être née femme. Tous ces enfants sont paradoxalement tiraillés entre trop d'informations et trop de non-dits. Le dernier tiers du livre est particulièrement puissant émotionnellement. Ça, soyons honnêtes, ça veut dire que je pleurais à chaudes larmes une page sur 2. Et avec tout ça, l'autrice trouve encore le temps de célébrer les femmes et le corps des femmes de tous les âges, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Bref, une merveille si tu ne l'avais pas encore compris. Et sur ces belles paroles, je te souhaite une très belle fin d'année et je te dis à l'année prochaine. Voilà pour l'épisode du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Ce podcast est réalisé bénévolement, donc tu peux le soutenir en faisant un don sur Tipeee si tu peux te le permettre. Ça m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres et des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en l'envoyant dans les étoiles, 5 de préférence, et en le faisant voyager autour de toi. Merci beaucoup!